Actualis Associés organise sa 13e convention, Les défis du patrimoine. Cette année, elle aura lieu dans l'enceinte des Invalides, en collaboration avec le Crédit Mutuel IM. Nous vous présenterons 8 tables rondes. Nous interrogerons les différents acteurs de la profession. Sociétés d'assurance, sociétés immobilières, les représentants de la profession. Découvrons notre première table ronde. Thématique, bilan, impact et prospective, qui sera animée par Christian Biteau. Je lui laisse la place. Bonjour à tous. Bilan, impact et prospective 2021. Voici le thème de cette table ronde. Et depuis le début de l'année, force est de constater que les marchés financiers atteignent des records historiques, puisque par exemple le MSCI World a touché son plus haut niveau jamais atteint depuis la création de cet indice. L'économie n'est pas non plus en retard, les spécialistes nous le confirmeront, puisque les derniers indicateurs, notamment aux États-Unis avec l'ISM manufacturier, au plus haut depuis 2018, l'ISM des services, ça a l'air de tourner très fort. Alors pouvons-nous dire dès maintenant que les marchés financiers, que l'économie est vaccinée, ou est-ce un effet Père Noël ? Pour répondre à ces interrogations, en ce début de l'année 2021, nous avons demandé à 4 experts, 4 grandes maisons de gestion, de nous rejoindre autour de cette table ronde. Crédit Mutuel Asset Management, Carmignac, Richelieu Gestion et JP Morgan. Et je vais demander à nos 4 Père Noël, puisque nous avons vu de bonnes nouvelles sur les marchés depuis le début de l'année, de bien vouloir se présenter et de répondre à cette première question. Est-ce qu'on n'est pas déjà allé trop et trop vite en ce début 2021 sur les marchés financiers ? On va peut-être commencer par Carmignac. Didier. Bonjour, donc Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Sur la question de savoir si on est déjà allé trop loin, je pense que tous les marchés tous les investisseurs disent à peu près la même chose. Il y a un consensus qui atteint un degré que j'ai rarement rencontré. C'est-à-dire que tout le monde voit des marchés actions en hausse de 10 à 15% cette année, des taux d'intérêt légèrement en hausse parce que l'inflation commencerait à repartir, mais tout ça qui pose pas trop de problèmes parce que les banques centrales s'assureront que tout se passe bien. Alors tout ça est peut-être vrai, mais probablement le danger principal, me semble-t-il, des marchés aujourd'hui, c'est que tout le monde a déjà reflété cette analyse et que par conséquent, elle est déjà dans les prix. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse aux surprises qui peuvent se présenter en 2021, dans un sens comme dans l'autre, les bonnes et les moins bonnes. Mais en tout cas, le scénario qui est reflété aujourd'hui dans les marchés est d'un niveau de consensus absolument énorme. Le scénario Père Noël. Le CIC, je vais vous présenter. Oui, Christophe Besson, je suis responsable de la gestion action. Marché aller trop loin, oui, on a toujours cette crainte-là. On a juste un afflux de liquidités phénoménal comme on n'a jamais connu. Et à chaque fois, on en rajoute. C'est-à-dire qu'il y a toujours sans mauvais jeu de mots, il y a toujours un nouveau remède qui arrive et un remède de banque centrale. Et donc, cette liquidité doit s'investir. Donc, ça donne une dynamique de fond qui envahit les marchés, principalement les actifs risqués. Parce que sur les actifs non risqués, il y a plus beaucoup de rendement. Et donc, ça propulse ça. Alors, est-ce que c'est dangereux ? Forcément, à un moment, ça le sera. Et on voit simplement une chose, c'est que le fondamental nous rattrape un peu. C'est-à-dire qu'il y a des malversations, il y a des controverses, il y a des choses. Et on voit sur les titres, principalement les actions, marché que je connais bien, des sanctions qui se font assez rapidement. Donc il y a une grande diversité. Donc c'est vrai que ce qui est à la mode et qui marche bien avance très fort et va très loin. On peut se poser des questions, mais souvent il y a du fondamental en dessous. Et puis s'il y a des sujets et des risques, eh bien en fait ils sont sanctionnés très fort. Donc il y a un certain équilibre. Ça tient encore. On verra si ça tient au-delà de 2021. Mais pour l'instant on est sur 2021, donc je vais en rester là. Et ça a l'air de tenir. Mais on va essayer d'y répondre plus avant. Mais d'abord je voudrais terminer la présentation. La maison Richelieu. Alors Alexandre Aizé, directeur de la gestion et stratégiste chez Richelieu Gestion. Alors évidemment, il y a une vraie déconnexion entre l'économie réelle et les marchés financiers. On peut quand même dire que la récession a été historique, mais historique par son ampleur peut-être, mais surtout parce que c'est la première fois qu'elle a été administrée et voulue par les États. Donc le vrai enjeu, en fait, c'est de savoir si cette année, on va encore avoir des récessions provoquées par les États par rapport à l'aspect sanitaire. Oui, on a eu des afflux de liquidités
très très fort. Donc le tort serait de penser que les banques centrales vont être toujours là pour mettre en place finalement une assurance contre des crises ou des baisses de marché. Et je pense que, un peu comme Didier, que les bonnes nouvelles sont très anticipées par le marché. Il y a véritablement un énorme consensus. Mais par contre, que les mauvaises nouvelles, en tout cas les surprises que l'on peut avoir, ne sont pas forcément reflétées. Et cela va provoquer non seulement peut-être une volatilité un peu plus importante, mais surtout des rotations sectorielles qui risquent d'être aussi violentes que ce que l'on a vu cette année, avec notamment les grandes valeurs de technologie ou des valeurs liées au cycle, on va dire, stay at home. Pour JP Morgan. Bonjour, Stéphane Vontron, donc directeur commercial de distribution en France. Alors effectivement, ça a été rappelé par mes camarades, mais je pense, Christian, que en fait le véritable Père Noël, ce sont les banques centrales et leurs lutins, les gouvernements, si je puis me permettre. Alors, il faudrait peut-être le mettre dans l'autre sens, ce serait plus correct. Mais faut être très clair, ce que nous vivons aujourd'hui et cette déconnexion qui a été rappelée par mes confrères entre quelque part le rebond de l'activité économique qui, vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, en réalité, ce sont les indicateurs avancés qui sont de bonne qualité, mais la hard data, c'est-à-dire les indicateurs constatés, pour le moment, peinent à rebondir. C'est bien légitime, dans un moment où, aujourd'hui, les mesures contraignantes sur l'activité sont de nouveau prises pour endiguer la pandémie. On peut penser notamment au confinement que connaissent aujourd'hui nos amis britanniques, mais qui est en train de se propager en Europe, sur le rappel d'ailleurs de l'OMS, qui rappelle l'Union européenne à l'ordre, de ce point de vue-là. Donc je dirais que effectivement, on a aujourd'hui des marchés d'actions qui price la perfection. Donc il n'y a aucune place pour de mauvaises nouvelles. Mais à côté de ça, ça a été rappelé également, les alternatives sont assez limitées sur les actifs cotés, dans la mesure où si les actions sont chères, quelque part, les marchés des taux le sont encore plus. Donc, de ce point de vue-là, on est un petit peu obligé d'aller chercher des opportunités. Alors, heureusement, il en reste, puisqu'on est un petit peu, je pense, aussi tous dans notre évaluation des performances, tous sous le coup, quelque part, des performances astronomiques qui ont été réalisées, notamment sur les valeurs technologiques ou les valeurs de consommation en règle générale. N'oublions pas qu'il reste des pans du marché qui sont aujourd'hui plus attractifs, et sans aller jusqu'à la value, on peut penser à des marchés justement comme le marché britannique, qui aujourd'hui n'a recouvré que 60% du choc qu'il avait connu en début d'année 2020, ou alors tout simplement plus largement sur des options stratégiques sur les marchés asiatiques, chinois en particulier. Donc ça va être effectivement un marché très intéressant dans lequel nous estimons qu'on devrait, au état de cause, avoir un rebond de volatilité et une rotation sans doute plus importante sur l'évaluation de ceux qui sont les gagnants et les perdants de cette crise du Covid, et aussi sur leur valorisation qui très clairement fait débat. Alors justement, vous parliez de la Chine, de l'Asie. J'aimerais qu'on commence par décortiquer zone géographique par zone géographique, parce qu'on a beaucoup plus de mal à se déplacer aujourd'hui, à aller vérifier dans ces pays, mais vos maisons ont des spécialistes installés sur place. Quels sont les moteurs actuels d'une éventuelle reprise, ou à l'inverse, les moteurs actuels d'un éventuel replongeon lié peut-être à la pandémie? Moi, j'ai lu que la Chine devenait aujourd'hui, et c'est peut-être le cas depuis l'année dernière, le moteur de la croissance économique mondiale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle entraîne l'Asie? Est-ce que l'Europe n'est pas en train de replonger? Et puis, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis avec la mise en place de l'administration démocrate du futur président Biden? La Chine, peut-être? On reprend l'ordre? Oui, la Chine, l'Asie? Alors beaucoup de choses là dans ce que vous avez dit. Donc on sait tous, et donc le marché le sait, que la Chine a été à l'origine, comme aurait dit Donald Trump, de la pandémie, l'a bien traité, l'a traité très vite, et donc on commençait à fonctionner normalement beaucoup plus tôt. Alors c'est très bien, tant mieux. Ça veut quand même dire que l'effet de base va être beaucoup moins favorable en 2021 pour la Chine que pour le reste du monde, si en effet on a un rebond d'économie avec les vaccins. Les vaccins en question, on fait tous l'hypothèse que quelque part vers le 3e trimestre, les vaccins permettront plus ou moins globalement de revenir à une économie presque normale. Et dans ce schéma-là, la Chine n'est pas très bien placée. Non seulement parce que l'effet de base va être moins favorable, mais aussi parce que en 2020, quand les économies américaines, européennes soutenaient la demande
à coup de chèques dans la boîte aux lettres, eh bien ça a permis à la Chine de satisfaire cette demande. Le surplus commercial de la Chine a explosé en 2020 parce qu'ils ont complètement profité des plans de soutien de la demande, aux États-Unis en particulier, en Europe aussi dans une moindre mesure. On peut considérer que si les choses vont mieux globalement en 2021, alors les économies occidentales vont reprendre et par conséquent la Chine n'aura plus cet avantage compétitif. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même l'activité en Occident. Ce qui fonctionne très très bien pour la Chine par rapport au reste du monde provient du fait que dans leur gestion de la crise, la Chine est vraiment le seul grand pays qui n'a pas eu recours à ces soutiens complètement inouïs des gouvernements et des banques centrales. Et le résultat, c'est que la Chine en a encore sous le pied, peut encore baisser ses taux d'intérêt s'il le souhaite. Les rendements réels sont encore positifs en Chine, alors qu'ils sont largement négatifs à peu près partout ailleurs. Donc il y a de la marge il y a de la marge, je dirais, en termes de capacité d'intervention. Et puis, troisième chose qui est en faveur de la Chine, et nous, c'est vraiment une des choses qui nous rend très, très positifs sur cette région, c'est que Donald Trump a vraiment aidé la Chine à accélérer son mouvement vers l'autonomie, si j'ose dire, le découplage. Il est évident que les dirigeants chinois ont parfaitement compris qu'il ne fallait surtout plus être dépendant de la demande occidentale structurellement, et donc ils ont développé très très vite une économie beaucoup plus régionale qui leur permet aujourd'hui, me semble-t-il, d'offrir une visibilité sur la croissance qui est pas seulement dépendante du cycle ou des vaccins ou du rebond par rapport à 2020, mais due au fait qu'il y a une économie se régionalisant qui donc garde des parts de marché sur les fournisseurs occidentaux. Donc le schéma est beaucoup plus complexe, à mon avis, qu'il en a l'air, mais il permet d'avoir en tête vraiment des secteurs en particulier, et donc certains acteurs dans ces secteurs, tout à fait majeurs, pas seulement en Chine, mais je dirais en Asie du Sud-Est. Pour la Chine, oui, je vous en prie. Et pour les autres zones, en fait, les plus importantes. Oui, nous on est très positif sur l'Asie. Alors c'est vrai que c'est en relatif des autres régions, bien sûr, mais l'Asie nous semble extrêmement importante, la zone de croissance. Alors certes, ils ont pris un peu d'avance au niveau du traitement du virus, mais on voit que ça recommence à confiner en Chine, bien sûr. Donc ça, ce sera compliqué comme traitement, mais en revanche, on a vu ce que citait Didier, c'est-à-dire ce repli des Chinois, mais un peu de toute l'Asie sur eux-mêmes. Et il y a les accords du 15 novembre. Le 15 novembre est une date importante 2020, où il y a eu ces accords, les RCEP, qui est extrêmement important et qui a vu s'allier quand même des gens qui ont toujours été amis, excusez-moi pour la mauvaise plaisanterie, mais on voit la Corée, le Japon et la Chine s'unir pour créer une zone de libre-échange. C'est pas quelque chose d'anodin, et c'est un signal fort qui est envoyé. Je passerai sur le côté la route de la soie, sur lequel les Chinois investissent beaucoup moins, donc on avait des inquiétudes, maintenant ils se replient sur eux. Et donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que c'est une zone du monde. RCEP, c'est grosso modo bientôt un tiers du PIB mondial. Donc en fait, c'est la plus grosse zone de libre-échange qui existe, qui se profile. Alors on est aux prémices, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'ouvre devant nous, qui est bien. Le deuxième point, c'est le côté technologie. Et les Américains ont très bien compris que la technologie est en train de partir et qu'ils n'étaient plus les leaders dans le domaine et que c'était la Chine. D'où les actions un petit peu vitupérantes, on va dire, du président Trump à l'époque. Et je ne pense pas que ça s'arrêtera. Simplement, la forme sera différente et ça, on va le souhaiter, bien sûr. Mais ça va être le vrai sujet. Donc le sujet, pour nous, il est là. On s'intéresse beaucoup aux pays émergents, comme beaucoup de personnes autour de la table, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses. Et je dirais que en fait les mutations en Chine vont extrêmement vite, avec une violence parfois qui nous stupéfie, nous, mais ça veut dire qu'ils peuvent être très très vite à l'état de l'art et un peu plus loin que ce qu'on peut imaginer. Donc pour nous, beaucoup de perspectives, y compris en stock picking, c'est-à-dire que c'est globalement sur l'aspect économique général, avec beaucoup de croissance, mais aussi sur des sociétés particulières.
Commençons déjà par la Chine et puis Oui, nous irons oui, sur tout les à autres fait. zones géographiques. Sur la Chine, il est clair que la Chine est le grand gagnant de la crise de la Covid. Il y a pas à hésiter là-dessus. Ils ont pris beaucoup d'avance, notamment grâce à leur technologie et à leur méthode de confinement. Il ne faut pas croire que la Chine, qui est la grande gagnante, n'aura pas un retour de bâton, notamment des pays occidentaux, qui ont eu largement besoin de la Chine, non seulement pour les aspects médicaux, mais aussi pour soutenir une croissance qui était mondiale. Hein. Donc la Chine en a profité. Moi, j'ai la conviction que sur 2021, quand on avancera en tout cas dans une résolution de cette crise, eh bien les États ou les zones géographiques, qu'elles soient Europe ou les États-Unis, mettront en place quand même des mesures pour permettre une croissance qui est plus endogène qu'elle ne l'était. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la Chine, on a eu le dernier plan quinquennal chinois qui a montré vraiment cette volonté de se tourner vers la consommation propre chinoise. Donc ça, c'est un mouvement qui a certainement été accéléré par la crise de la Covid, mais qui est un mouvement à très long terme. Sur les autres zones géographiques, sur les États-Unis, alors évidemment, on a eu les aspects sanitaires, mais aussi politiques qui ont beaucoup joué. On va avoir un plan de relance très très important. Et là, les États-Unis, aussi en effet de base, puisque finalement, ils se sont globalement mieux débrouillés que la zone européenne, ont pris quand même pas mal d'avance sur 2021. Donc on va avoir une croissance, certainement une croissance plus importante, mais avec un lien entre l'économie et les marchés financiers qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que si les taux remontent fortement avec une politique de reflation importante, eh bien on pourrait avoir des aspects, on va dire, négatifs sur les marchés financiers, et notamment les valorisations sur les marchés actions. Et on sait qu'aux États-Unis, le marché financier, c'est à peu près 75% du financement de l'économie mondiale. En Europe, c'est surtout le système bancaire qui finance l'économie. Eh bien, ça pourrait avoir un aspect un peu plus négatif. Et puis sur l'Europe, peut-être que pour une fois, l'Europe a montré, parce qu'elle a réussi à se mettre en danger, qu'elle a mis en place des institutions qui sont maintenant des institutions, que ce soit la Commission européenne, la Banque centrale, qui sont vraiment main dans la main avec une forte autorité. On l'a vu par rapport à la résolution du Brexit. Enfin, la sortie de l'Angleterre peut simplifier la zone euro et attirer des investisseurs internationaux sur cette zone qui est quand même depuis 4-5 ans une zone qui est en pleine désuétude. Donc sur l'Europe, en tout cas économiquement, un effet de base qui est beaucoup plus fort. Donc finalement, ça risque d'être en 2021 la zone de croissance au niveau mondial par rapport aux autres zones géographiques, et donc quelque chose qui peut être appréciable pour cette zone. D'accord, donc plutôt un rattrapage Europe. C'est vrai qu'en termes de performance, puisqu'on a traité aussi de bilan l'année dernière, le seul grand indice négatif est encore le Stock 600, donc c'est encore illustré, et le CAC 40 aussi, bien entendu. Donc plutôt un rattrapage Europe. Votre avis chez JP Morgan, d'abord sur les zones de croissance à attendre l'année prochaine? Ce qu'on a évoqué, en fait, quelque part, ce qui se dessine dans le discours de mes confrères et également dans le nôtre, ce qu'on voit se dessiner quand même, c'est une repolarisation un peu plus forte de l'ensemble des économies, avec effectivement une intention stratégique très claire. De toute façon, la décennie que nous allons vivre va être une décennie charnière d'affrontement entre les deux grands blocs que sont le bloc chinois et le bloc américain pour l'hégémonie mondiale en termes d'économie. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que chacun est en train de construire son monde et quelque part de refermer un petit peu les zones d'échange et de les rendre plus proches de nous. Ce qui signifie en termes clairs, et ça c'est notre analyse un peu plus long terme, que c'est une situation qui est extrêmement compliquée pour l'Europe, qui est directement dépendante des exportations mondiales pour dynamiser son mix de croissance, dans la mesure où c'est l'économie développée la plus vieillissante et la plus dépendante des exportations avec le Japon. Donc, ce qui signifie pour nous que, quelque part, si on doit se projeter sur un horizon stratégique, les deux zones qui reflètent la plus grande croissance potentielle, ça reste quand même les États-Unis et la Chine, dans une plus large mesure. La Chine qui, Didier l'a rappelé, effectivement, s'est très bien comportée l'an dernier. Donc, du coup, l'effet de base est moins favorable, puisqu'on aura sans doute autour de 2% de croissance pour 2020. Mais il n'en reste pas moins que, et ce sont des prévisions FMI, pas les nôtres, que la Chine devrait croître de l'ordre de 8% pour l'an prochain, ce qui reste significativement plus que le rebond des économies développées. Rebond des économies développées si celles-ci sont ouvertes dans le courant de l'année, ce qui, pour le moment, n'est pas encore une garantie. Ce qui signifie en termes clairs qu'en termes de visibilité sur les perspectives, ça reste pour nous quand même en haut de l'agenda et en plus chroniquement sous-pondéré dans les portefeuilles. Et ça, c'est quelque chose en plus sur lequel on pourrait bénéficier d'une dynamique un peu technique,
dans la mesure où la Chine, et notamment son marché A, son marché coté en renminbi, va être inclus de façon plus large dans l'ensemble des indices émergents et globaux. Ce qui signifie que ça devrait constituer un vent-arrière, y compris venant de l'investissement passif qui malheureusement, on le déplore un peu tous, mais prend de plus en plus de place dans les allocations d'actifs et dans les actifs globaux des investisseurs. Ce qui signifie que c'est un mouvement quand même qui sera à prendre en compte avec quand même une très bonne tenue fondamentale. Et là aussi, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Didier, c'est-à-dire que la Chine a aujourd'hui des capacités de financement qui sont encore à changer. Avec des taux gouvernementaux de l'ordre de 3%, ils ont la capacité de baisser les taux. C'est la seule économie mondiale qui aujourd'hui affiche un niveau d'activité supérieur à celui qu'il était avant la crise du Covid, sans même avoir relancé. Alors même que, à grand renfort de relance budgétaire et d'injection de liquidités, les économies développées n'ont pas réussi à afficher le même bilan. Donc, le tout conjugué à quelque part une attractivité des valorisations, et ça il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on coche quelque part les deux cases, croissance et valorisation correcte, là où quelque part l'Europe est un petit peu là aussi coincée entre les deux, puisque certes il y a une décote européenne vis-à-vis des actifs américains, mais en revanche avec un déficit de croissance et avec des niveaux de valorisation qui sont intrinsèquement relativement élevés, plus élevés que ceux de la Chine et largement en prime par rapport à leur moyenne historique. Alors après, il va falloir aussi se pencher du côté des secteurs, mais j'imagine qu'on en parlera par la suite, puisque là aussi, il faudra s'ajuster. Mais très clairement, pour notre agenda de 2021, on a plutôt tendance à renforcer les expositions émergentes là où elles étaient chroniquement trop peu importantes et en plus marquant un retard très important sur la décennie passée. Et on conserve des pondérations importante sur les US, ce qu'on aura tendance à faire peut-être pour bénéficier de la dynamique domestique et rajouter de la cyclicité sans tomber du côté du value, qui pour nous est encore une thématique prématurée étant donné l'environnement de taux, ça sera de descendre en capitalisation. D'accord. Alors justement, agenda. Dans les mois à venir, d'après vous, quelle est la meilleure nouvelle à attendre ? On va commencer par les bonnes nouvelles potentielles. Est-ce que ça viendrait des vaccins ? Est-ce que ça viendrait à nouveau des banquiers centraux ? Je ne sais pas, une marche supplémentaire où la Fed rentre dans les taux d'intérêt négatifs, ou disent que finalement il n'y a absolument aucun risque de redémarrage de l'inflation, ou est-ce que ça viendrait tout simplement des États ? J'ai évoqué tout à l'heure la mise en place du plan de relance et d'investissement de l'administration démocrate, mais on pourra avoir aussi de bonnes surprises dans nos gouvernements en zone euro, avec tout de même une France qui finalement, déficit rapporté au PIB, semble maintenant un peu en retard par rapport à ce que font les grands pays comme le Japon, les États-Unis. Alors quelle serait la meilleure des bonnes nouvelles à attendre, on va dire au premier semestre 2021, pour que vos différentes stratégies qui commencent à se distinguer produisent les meilleurs résultats possibles dans les portefeuilles ? On peut commencer, oui, on reprend cet temps, si vous voulez, pour Carmignac. Alors, je vais commencer par trois observations en nous écoutant. La première, c'est que je parlais de consensus tout à l'heure, donc je suis encore plus inquiet après ces 10 premières minutes. On dit tous un peu la même chose. Deuxième observation, pour peut-être corriger ce qui a été mentionné tout à l'heure, le fait que la Chine surperforme économiquement le reste du monde n'en fait pas forcément une locomotive pour le reste du monde. Si on convient que l'Asie s'est régionalisée autour de la Chine, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile pour les exportateurs occidentaux de capter cette croissance chinoise. Et puis alors, troisième chose, et ça amène effectivement à la deuxième question, c'est que on peut pas dire dans la même phrase que ce sont les politiques monétaires qui ont fait monter les marchés depuis 10 ans, et donc on a une décorrélation majeure entre l'économie et les marchés, et que 2020 d'ailleurs, de ce point de vue-là, a été le même phénomène puissance 10, et en même temps s'interroger pour le fait de savoir où l'économie va le mieux se comporter pour en déduire que c'est là qu'il faut investir. Sauf à ce qu'on change complètement de régime. Et je pense que c'est toute la question. Il me semble que les bonnes nouvelles économiques en 2021 sont enfin possibles. Et ça fait quand même quelques années que ça n'a pas été le cas. Et c'est peut-être ça le pire danger pour les marchés. Aujourd'hui, les marchés sont la résultante d'économies atones depuis 10 ans qui ont amené les banques centrales essentiellement, et depuis 2020 les gouvernements aussi, à compenser cette faiblesse macroéconomique
par du soutien monétaire pendant 10 ans et monétaire et budgétaire pendant 1 an. Le risque principal pour les marchés, ce serait que ces soutiens soient retirés, fût-ce partiellement, et ils seront retirés si l'économie n'en a plus besoin. Autrement dit, ça peut paraître paradoxal maintenant, mais avec le recul des 10 années, ça l'est pas tant que ça. La mauvaise nouvelle, peut-être pour les marchés en 2020, serait que les choses aillent tellement mieux au deuxième semestre, avec les vaccins, avec les relances budgétaires, avec le moral, l'utilisation des taux d'épargne considérables, etc., tellement mieux que ce soit très difficile pour les gouvernements et les banques centrales de maintenir leur soutien. Et à partir de là, se profilent naturellement des scénarios problématiques de hausse de taux d'intérêt, hausse d'anticipation d'inflation, et donc remise en cause des valorisations des marchés. Donc je pense qu'il faut vraiment se garder d'oublier que depuis 10 ans, les bonnes nouvelles économiques sont des mauvaises nouvelles pour les marchés et que ces bonnes nouvelles économiques sont effectivement peut-être ce qui va se produire cette année. Pour le Crédit Mutuel CIC, les bonnes nouvelles, essayons. Les mauvaises, certainement, pendant. Ouais, on est en début d'année, donc je vais faire très simple. On souhaite les meilleurs vœux de santé, d'habitude, c'est ce que l'on commence par faire. Donc là, ouais, je vais être dans le consensus. Donc la meilleure santé possible. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est de fond et qui, de ce que je viens d'entendre, atteint aussi un petit peu le moral. Donc il faut être capable de voir des bonnes choses. Et donc ça, je pense que c'est le premier élément. En fait, il y en a un deuxième qui peut être un peu lié, c'est que on a une synchronisation mondiale des politiques de relance, des politiques monétaires, on le voit bien, mais simplement à chaque fois qu'elles interviennent et qu'elles poussent très fort, elles augmentent aussi une chose, c'est les inégalités. Et donc on a des reprises qui sont extrêmement violentes et qui font des clivages phénoménaux. Et je trouve que ça, c'est pas bon du tout. Donc on voit émerger un certain nombre de réactions assez populistes, on va dire, un peu partout. Je crois qu'on a eu notre quota la semaine dernière. Mais c'est quelque chose qui est pas très bon pour la stabilité au long cours et c'est pas très bon aussi pour faire des prévisions. Et donc peut-être que la bonne nouvelle pour moi, ce serait que dans les plans de relance, on prévoit un petit peu de richesse qui soit un peu plus répartie. Alors je fais pas un plaidoyer spécifique et j'ai pas un drapeau rouge derrière moi, mais je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que on peut pas tenir trop longtemps et ça vaut pour les valorisations sur les marchés, ça vaut pour un peu tout et donc ce clivage permanent, je pense qu'il est pas très sain pour une croissance équilibrée. Si effectivement on parle des bonnes nouvelles, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de bonnes nouvelles qui étaient déjà dans les cours. On a vu aussi que finalement l'économie réelle et les marchés financiers n'étaient pas forcément corrélés, voire même complètement dissociés, puisque les bonnes nouvelles finalement, les marchés ont aimé et aiment une économie médiocre où on n'enlève pas finalement tous les stimuli qu'on a mis en place. Mais s'il y avait une bonne nouvelle qui serait d'une certaine manière bonne pour l'économie et bonne pour les marchés, il y en a pas 10, il y en a même pas 5, serait peut-être l'emploi et les taux d'épargne. C'est-à-dire que les taux d'épargne sont tellement importants qu'il y a un moment, si l'emploi allait mieux, on pourrait avoir à un moment de l'épargne qui se remettrait sur la consommation et les marchés financiers. Donc c'est peut-être le seul point qui aurait un point de, on va dire, de corrélation entre un impact positif économique et les marchés financiers. Sinon, effectivement, si on avait une inflation qui repartait avec un retour à la normalité, mais ça, on va en reparler sur les mauvaises nouvelles, ce sera peut-être plus compliqué pour les marchés financiers qu'il n'y paraît. Et pour terminer sur les bonnes nouvelles, avant d'évoquer les mauvaises potentielles, ce qu'il faut qu'on se souhaite, je pense, quand même collectivement, et en essayant aussi de dépasser un peu la sphère financière, c'est quand même que les vaccins fonctionnent. Je pense qu'on en a tous conscience, qu'ils soient aussi assez largement diffusés. Ça, c'est un autre challenge que certains pays, dont un que nous connaissons bien, a du mal à relever, puisque malheureusement dans les palmarès qui sont publié dans les premiers taux de vaccination. Il faut avoir en tête que la France ne pointait même pas dans les 100 premiers pays. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu de... Bon, l'avantage, c'est qu'on ne peut que progresser. Mais en tout cas, ce qu'il faut souhaiter, c'est effectivement qu'on arrive vraiment à une normalisation de l'économie. Alors, effectivement, qui ne soit pas trop rapide, paradoxalement, puisque tout ça est une question de rythme en réalité. C'est-à-dire que, effectivement, depuis plusieurs années, nous marchons sur un fil où il ne faut pas que la situation se détériore de trop d'un point de vue économique, parce que sinon ça inquiète les investisseurs. Et à contrario, effectivement, si elle s'améliore trop vite, il y a un risque de perte du soutien, alors maintenant qui est double, c'est-à-dire que historiquement, il n'était
que fourni par les banques centrales, aujourd'hui est aussi fourni par les déficits budgétaires, et donc du coup il pourrait y avoir une crainte de ce qu'on retire le tapis en quelque sorte, et que de ce point de vue-là, ça soit très mauvais en termes de performance boursière. Donc ce qu'on peut se souhaiter quelque part, eh bien, c'est une normalisation assez graduelle et non pas un rebond trop ponctuel qui ferait courir le risque au marché, justement de retomber un petit peu comme un soufflet dans les semaines qui suivraient. Et précisément, ce scénario de normalisation progressive, c'est exactement celui que retient le consensus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il était aussi optimiste, parce qu'il se dit, grosso modo, les banques centrales, les gouvernements vont réussir à normaliser de manière très très progressive. C'est ce que tout le monde anticipe. C'est bien le risque. Absolument. C'est même ce qui s'est joué depuis quelques jours, parce que c'est tout de même très rare de voir les taux longs américains remonter, tout de même de 0,20% en l'espace de quelques jours, et le marché américain des actions monter en parallèle. Ça défie l'entendement. Toutes les lois des marchés. Il y a tout de même un excès positif, alors il est peut-être lié aux liquidités. Les mauvaises nouvelles, moi la question que j'ai envie de poser, est-ce que la pire des mauvaises nouvelles ne sera pas celle que l'on entend dès qu'on expose les stratégies de nos différentes maisons à un client final en bout de chaîne? L'investisseur répond, oui mais tout ce que vous nous dites qui est bien, l'aide des banques centrales, les déficits des États qui ont permis d'éviter la catastrophe, la grande crise, ça va nous générer de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, voire des problèmes de non-remboursement de la dette vu la hausse des endettements des États à travers le monde qui est aujourd'hui évidente. Donc est-ce qu'il y a ce risque en fait qu'on ne réussisse pas à normaliser, qu'on ait un problème de défaut sur une dette d'État ou tout simplement un problème de hausse des taux d'intérêt, soit par inflation, soit par une reprise trop forte? Quelle importance attachez-vous, quelle probabilité à ce scénario en fait de dérapage des taux d'intérêt ou des marchés de taux? Oui, alors effectivement, c'est le sujet absolument majeur qu'il faut relier à ce que disait Christophe tout à l'heure, qui est vraiment très très important, qui est ce problème d'inégalité. Cette déconnexion entre l'économie réelle et les actifs financiers depuis 2009. En réalité, ça avait commencé en 2001, mais surtout depuis 2009. Ça a créé ces niveaux d'inégalité absolument considérables, qui ont déjà eu des conséquences politiques qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, ça a mené à l'élection d'une administration américaine qui a explicitement, parmi ses objectifs, de réduire ces inégalités. Et alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Cette dichotomie entre économie réelle et marché financier a forcément servi considérablement les marchés en question. Et par conséquent, un rééquilibrage en faveur des salariés et en défaveur du prix des actifs financiers ne peut pas, naturellement, être une bonne nouvelle pour les investisseurs. Donc, il y a là une volonté politique délibérée aux États-Unis qui se justifie parfaitement socialement et politiquement de réduction des inégalités, sauf que on ne peut pas souhaiter cela et en même temps penser que ce sera une bonne nouvelle pour les marchés et pour les investisseurs. Et comme dans le même temps on a ce schéma de normalisation économique ou de sortie du désastre de 2020, alors en effet se pose une question absolument gigantesque qui est de se dire est-ce qu'on va changer de régime de marché ? C'est-à-dire, certains d'entre nous peut-être s'en souviennent, ça fait 40 ans qu'on était rentré dans une tendance, en gros, à des taux d'intérêt qui baissent, de l'inflation qui baisse, des États qui se retirent de l'économie et qui laissent les marchés diriger les choses. C'est l'ère Reagan, Thatcher qui a initié une tendance qui a amené aujourd'hui les taux d'intérêt nominaux à zéro, les taux réels négatifs et des marchés financiers au plus haut. Si on considère que tout cela a atteint à peu près son cours et que on a un renversement de tendance, alors naturellement il y a de quoi quand même être prêt à gérer les risques. La seule chose qui tempère un petit peu ce schéma qui pourrait faire peur, c'est que les tendances de 40 ans se retournent pas en une semaine.
Et par conséquent, je ne pense pas que ce soit 2021 qui soit d'un seul coup une remise en cause fondamentale des niveaux de valorisation. Mais les marchés, notamment les marchés obligataires, qui sont quand même allés très très loin, peuvent commencer à refléter, à pricer, effectivement dans notre jargon, peuvent commencer à refléter le début d'un changement de régime de marché pour les prochaines années. Et donc le sujet pourrait s'amorcer cette année et puis éventuellement se confirmer les années suivantes. On va continuer sur les risques. Je rajoute aussi le risque de défaut, puisqu'on parlait d'obligataires, parce qu'on parle beaucoup en France de la zombie économie. On sait très bien que les statistiques du nombre de faillites en 2020 effectivement, il y a très peu de faillites. Le nombre de faillites a diminué. Or, il suffit de se promener, de voir dans la rue qu'il y a des problèmes avec les commerces. Et donc, il y aura certainement un effet boule de neige. Est-ce qu'on va pas avoir en 2021, en plus, des défauts d'entreprises qui pourraient se multiplier, qui pourraient gonfler, voire toucher des émetteurs un peu plus gros? Parce qu'aujourd'hui, le risque crédit, il est valorisé le risque de défaut quasiment à zéro. Donc, je rajoute ce risque-là au risque d'inflation, de reprise trop forte. Est-ce qu'on n'a pas aussi un risque de défaut qui plane sur nous, sur les marchés pour 2021? Alors un peu plus tard, nous dit Carmignac, Crédit Mutuel, CIC. Alors sur les risques, je crois qu'on a déjà fait un inventaire assez complet et on est arrivé tous avec notre besace de risques. La haute du Père Noël était un peu vide et en revanche celle du Père Fouettard était bien remplie. Je crois que c'est assez clair. On peut essayer d'en rajouter en effet. Les taux de défaut, ça en fait bien sûr partie. On a tous conscience de ça. C'est repoussé un petit peu plus loin. Donc, comme à chaque fois qu'on repousse un peu plus loin, on se dit qu'évidemment, ça va muter un peu. C'est comme un virus. Plus on repousse dans le temps, plus il y a des variants qui arrivent. Donc, on peut avoir des surprises. Et donc, on aura certainement ce phénomène de zombie compagnie. Elles existent déjà. 3 ans de profit qui n'arrivent pas à rembourser le service de la dette. C'est ça, un zombie. Il y a une définition économique, donc autant l'utiliser. Donc ça, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc, je dirais que c'est un risque. On le voit pas tout de suite sur les marchés actions parce que les actifs sont plutôt de belle qualité, les sociétés cotées sont plutôt de belle qualité. En revanche, on pourra se poser la question sur le high yield et on a déjà eu des inquiétudes et on a vu à quelle vitesse les spreads pouvaient s'écarter. Donc, on voit ça. Donc, plus peut-être il y a 2 éléments. Une perte de confiance sur notre premier provider de MEDOC, c'est-à-dire les banques centrales. Donc, si à un moment on se dit ils peuvent pas aller plus loin, parce que là ils sont allés plus loin qu'ils sont jamais allés, on a considéré ça comme un non-événement, on a trouvé que c'était normal que les interventions représentent 7, 8, 10% du PIB. Ça fait plus frémir personne. Donc, est-ce qu'à un moment, ça peut s'arrêter? Et puis, histoire de vraiment plomber l'atmosphère, parce qu'elle l'était pas assez, je vais reparler du virus, mais du deuxième virus, c'est-à-dire du virus informatique. On vient de virtualiser l'économie et toutes nos relations à une vitesse exceptionnelle. Et on a déjà vu Google s'arrêter pendant une matinée. Ça n'a pas fait frémir parce qu'on s'en est pas tous forcément aperçus. Mais on sait que ce sujet-là, s'il arrive vraiment, peut être un sujet assez catastrophique. Alors déjà prévu, prévisible, mais en tout cas ça peut à un moment enrayer un petit peu la mécanique. Donc je suis désolé, mais on ne l'avait pas abordé celui-là. Et donc je pense que c'est ce qui peut potentiellement nous faire peur en ralentissant les échanges, parce qu'aujourd'hui on va très très vite, beaucoup plus vite qu'avant, et on repose entièrement sur cette numérisation. Voilà. Sur les risques, c'est toujours d'autant plus que la situation actuelle s'y prête, c'est toujours plus facile de secouer un chiffon rouge et de mettre en place des risques, puisque finalement, effectivement, il y a une litanie, on a vu des risques, on a vu effectivement sur les défauts, j'ai la conviction que moi, que de toute manière, les taux quand même sont administrés maintenant par les banques centrales. Avant, il y a 20 ans, on parlait que des taux courts, et puis maintenant, c'est toute la courbe des taux d'État qui est administrée, et maintenant, même c'est les spreads de crédit qui sont administrés, puisque de toute manière, on peut pas se permettre d'avoir des défauts. Donc tout est fait pour qu'il n'y ait pas de défaut, pour que les refinancements se fassent. On verra dans une deuxième étape, quand l'économie reviendra à sa normalité, où là, les entreprises zombies, effectivement, seront en défaut. C'est généralement quand l'économie reprend que les défauts réaugmentent. C'est pas du tout dans cette situation, en tout cas à 6 mois, 9 mois, que ça sera mis en place, en tout cas que les défauts augmenteront. Alors, paradoxalement, il y a quelque chose un des risques qui n'est pas, on va dire, dans le marché que je vois, puisque généralement, sur les marchés financiers, le vrai risque, c'est la surprise. Tous les risques qui sont mis en place, finalement, on va les gérer. C'est vrai que s'il y a une deuxième pandémie ou qu'elle est incontrôlable, c'est un risque important. On n'a pas ça dans la tête, mais on peut imaginer un variant qui soit pas lié au vaccin, etc. Donc ça, c'est important. Mais il y a un risque essentiel par rapport à l'attitude des banques centrales. Et si jamais les marchés se déréglaient complètement, on a de la liquidité et des taux bas.
et qu'on avait des bulles d'actifs qui pourraient devenir systémiques. Ou là, qu'est-ce qu'on va faire ? Le vrai risque, il est là, parce que finalement, ça obligerait les banques centrales. On sait que un point très important, et notamment de la Fed depuis finalement 2007-2008, c'est la mise en place de bulles qui peuvent être systémiques et qui peuvent avoir un effet désastreux sur les économies. Et bien là, ça forcerait les banques centrales à agir et d'une certaine manière à arrêter alors qu'elles ne le souhaitent pas. Et là, ça pourrait avoir un impact important. Et pour moi, c'est la vraie surprise, on va dire, négative qui pourrait être sur les marchés. Et donc, je reviens par rapport à votre avant-dernière question sur les éléments positifs. Ce qui serait positif sur les marchés, puisqu'on est là quand même, on est des hommes de marché, ça serait qu'il y ait régulièrement des mini-crises sur les marchés pour casser le levier et éviter que des bulles systémiques se mettent en place. D'une certaine manière, ce qui s'est passé en novembre avec une baisse des marchés de 7-10%, c'est très bon pour les marchés parce que ça permet de remettre en place des investisseurs dans une économie qui est moins leveragée, en tout cas sur des investissements avec moins de levier et donc avec un danger de bulle systémique beaucoup moins important. D'accord, JP Morgan. Alors oui, le pire des risques, mais aussi, puisque nous nous rapprochons de la fin de notre débat aussi, ce qui serait dans une allocation, en fait, alors c'est pas le bon terme, mais ce qui serait le principal pari, la principale surpondération, pour bien comprendre toute votre approche. En conclusion, vous mettez tout sur les États-Unis, tout sur l'Asie, les émergents. Bien sûr, ça n'est pas tout, mais qu'est-ce que vous feriez ressortir d'un portefeuille action équilibré le plus en avant, les obligations convertibles, les matières premières dont nous n'avons pas eu le temps de parler? Quelles sont un peu les thématiques qui seront poussées dans chacune de vos maisons en conclusion, si on refait le tour de table dans ce sens-là maintenant, pour JP Morgan? Alors déjà, pour répondre rapidement, parce que c'est vrai qu'on a déjà évoqué assez largement les risques, donc effectivement, pour partager avec mes confrères, ceux que nous pensons être les plus prégnants, c'est effectivement le risque de défiance de la crédibilité des différentes institutions des banques centrales. Risque peu probable, mais néanmoins qui serait dramatique, puisque c'est vraiment là-dessus que repose l'ensemble de nos investissements et leur valorisation. Et puis effectivement, une seconde vague épidémique, enfin une troisième plus exactement, et surtout une amplification et une absence de contrôle de ces vagues. Ça, c'est vraiment, bien sûr, ce qui pourrait quand même casser la dynamique de marché, bien évidemment. Et puis, plus largement aussi, un risque quand même qui nous interpelle, c'est tout de même tous nos investissements reposent, et on le voit bien quand on aborde ne serait-ce que le sujet de l'investissement sur la Chine ou sur des marchés émergents, sur la qualité des gouvernances locales. Or, force est de constater que les gouvernances, en tout cas les conflits internes au sein des grandes démocraties, augmentent. L'effet Capitole, malheureusement, n'est pas un phénomène isolé dans les démocraties occidentales. Et donc, un des risques aussi qui est sans doute sous-estimé par le marché, mais très difficile à anticiper, ceci étant dit, c'est justement un risque de fracture politique, puisque justement, on voit des sociétés extrêmement fragmentées et donc des réactions importantes, provoquant structurellement plus de problèmes, plus de sujets en tout cas de gouvernance sur un ou plusieurs économies majeures en Occident. Ça pourrait être aussi évidemment bien sûr un risque important et en tout cas quelque chose qu'on essaye de mesurer le mieux possible. Alors pour ce qui est des convictions et pour passer au dernier volet qui est plus lié aux convictions et à ce que nous mettrions en avant, eh bien je dirais que chez JP Morgan Asset Management, nous continuons à favoriser la discipline et donc d'essayer d'associer des expertises actions à de la méthode avec de la gestion alternative qui a fait ses preuves, qui a très bien fonctionné l'an dernier. Je pense à Global Macro Opportunities notamment, qui a affiché près de 11% de performance sans jamais avoir été négatif tout au long de l'année. Effectivement, c'est ce genre de véhicule qui nous paraît être plutôt propice à générer de la performance dans un contexte où ce qui est à peu près lisible, et on le souhaite presque, c'est un regain de volatilité, en tout cas très clairement une fragmentation au sein des marchés, et donc qui dit marché fragmenté dit potentiel d'arbitrage, et donc de la place pour générer de la performance sur les écarts. Ça nous semble être toujours une méthode de gestion efficace à associer avec des actifs longs qui peuvent générer de la performance. Ces actifs longs, on peut les retrouver en Chine, où effectivement on a de très belles expertises et le début, quelque part, l'accélération de la financiarisation et de l'accès au marché par les investisseurs internationaux au marché chinois, que ce soit des marchés de dette ou d'actions d'ailleurs, nous paraissent être des opportunités assez intéressantes. Donc nous, on le propose notamment avec notre fonds China A-Share, mais aussi on peut penser à la santé, le dernier panel peut-être, la santé qui est sans doute le parent pauvre de la croissance. C'est le seul secteur de croissance qui est valorisé en dessous de ses moyennes historiques sur l'ensemble des marchés mondiaux et quelque part, du coup, ça nous permet
de cocher les deux cases, valorisation, qui certes est secondaire en ce moment sur le marché, mais au moins ça nous permet de nous prémunir de ce point de vue-là et de ne pas oublier la méthode précisément, mais en revanche en y adjoignant des perspectives de croissance long terme qui sont sans doute sous-estimées, en tout cas sous-exploitées par le marché, et ça pourrait être l'objet d'une rotation sectorielle. Donc voilà un petit peu, quelque part, ce que nous mettrions en avant, de la gestion alternative et des gestions dynamiques en action sur la Chine ou sur la santé. D'accord, merci. Messieurs, vous avez compris, vous avez le droit de faire un petit peu de pub aussi, mais c'est vraiment dans votre conviction ce que vous mettez en avant pour Richelieu. On va terminer dans ce sens-là. Alors, je suis pas commercial, moi, donc je vais essayer de parler un peu de fond, mais surtout d'allocation d'actifs. Comme vous l'avez compris, cette année, effectivement, enfin peut-être que sur l'Europe, parce que on a vraiment eu une dynamique institutionnelle avec d'un côté Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Christine Lagarde. Il y a vraiment un attrait qui peut se mettre en place sur l'Europe, sachant que évidemment, on a parlé de la Chine, mais là, c'est un consensus global. Et aux États-Unis, il ne faut pas croire que le pouvoir démocrate va être si facile à mettre en place, puisqu'il y a des dissensions très très difficiles à l'intérieur même du parti. Donc, l'Europe sera certainement à court terme, en tout cas, je ne parle pas d'une vision stratégique à une dizaine d'années, l'encre en tout cas de l'économie mondiale, avec vraiment des investissements, notamment sur les infrastructures. On n'a pas parlé, mais le Green Deal, c'est quelque chose de véritablement fondamental pour les infrastructures. Sur les sociétés qui sont beaucoup plus cycliques, industrielles, qui peinent encore, qui sont, je le rappelle, très pourvoyeurs d'emplois, et on sait que l'emploi pour les États va être le sujet essentiel. Donc les investissements vont aller sur ces entreprises-là. Et puis évidemment sur des fonds que nous proposons sur l'Europe notamment, ce sont les plus petites valeurs qui vont participer effectivement à cette révolution sur le Green Deal ou sur les entreprises de valeurs familiales qui ont montré toute leur résilience par rapport à une gouvernance qui est si importante actuellement. De manière assez simple pour compléter, on l'a vu sur l'année dernière. L'année dernière, c'était la grande année des valeurs moyennes et des petites valeurs. C'est vraiment le seul segment qui a vraiment bien performé après avoir été un peu attaqué. Donc je pense que là, on a quelque chose à faire et ça rejoint autre chose. J'entendais parler de Green Deal, mais en fait, tout ce qui est investissement vert est quelque chose d'assez intéressant et d'assez long terme. Les plans gouvernementaux vont cibler ce genre de choses parce que c'est justifié, il y a quelque chose à faire dans le domaine. Et surtout, ça a un effet levier. Pour un euro dépensé, on génère de la richesse de 1,1, 1,2 euros. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on va trouver des sociétés plus sur des niches qui ont cette capacité à surfer, quelle que soit la croissance globale, à surfer sur cette tendance-là. Et pas au sens de mode. C'est un investissement de très très long terme. Et de ce fait, c'est vrai que les sociétés familiales ou qu'une vision un petit peu plus longue que simplement le CEO qui vient pour empocher un chèque et repartir très très vite avec un beau parachute, c'est pas forcément le cas. Il faut savoir investir sur beaucoup plus long. Donc ces tendances-là me semblent, moi, extrêmement importantes et nous semblent, nous, extrêmement importantes. Après, on n'est pas encore rentré dans la guerre value growth, qui sont deux spécialités qu'on sait très bien gérer. Mais pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'opposition. Il y a eu des règlements, un équilibre qui s'est fait, mais un bon portefeuille doit détenir les deux types de valeurs. Le tout, c'est de savoir pourquoi on détient un titre et c'est pas simplement de se dire on intervient sur un secteur gros sous value, c'est pourquoi est-ce que cette société peut valoir plus cher, c'est ça notre seul intérêt. Donc c'est comme ça qu'on intervient. Mais donc peut-être les valeurs moyennes et évidemment, on a cité l'Asie, donc les marchés émergents. Deux choses principalement. La première, on ne l'a pas vraiment dit, en tout cas pas directement, mais je crois qu'en tout cas on l'a tous constaté, c'est-à-dire que 2020 a été une année complètement hors norme, mais qu'en réalité les grandes tendances de fond n'ont pas été modifiées, elles ont même plutôt été renforcées. C'est-à-dire, on l'a dit sur le soutien des pouvoirs publics, donc il existait avant et il a été renforcé, et il est évident qu'il ne va pas disparaître tout de suite. Les disruptions technologiques, qui étaient un énorme sujet ces dernières années, mais il est évident qu'en 2020, elles ont continué, et d'ailleurs, ça s'est reflété boursièrement, donc c'est une tendance lourde qui va continuer, il n'y a pas de changement là-dessus. Et puis, troisième tendance lourde, qui, à mon avis, s'est accéléré également en 2020, c'est le mouvement vers les énergies alternatives.
quelque chose d'extrêmement puissant qui va continuer. Et donc je pense que sur les années qui viennent, 2021 compris, il va falloir continuer d'être positionné sur ces grandes tendances. On a tous partagé l'observation que le monde émergent s'est mieux tiré du guêpier de 2020 que le reste du monde. Or, gardons à l'esprit qu'en gros, le monde émergent sous-performe le monde développé depuis quasiment une dizaine d'années. Ils n'ont pas eu le quantitative easing comme on l'a eu. Et par conséquent, on a peut-être là l'amorce effectivement d'une surperformance durable dans le monde émergent, qu'il faudra bien sûr examiner dans sa granularité. Mais là, on a peut-être quand même un changement de tendance de performance relative. Et puis, dernière observation, à la lecture de 2020, je crois qu'il y a vraiment une leçon très très claire, en tout cas pour ce qui nous concerne, à tirer, c'est que quand toutes ces questions macro sont très très compliquées, là on voit bien à quel point on a tous mentionné des tas de risques dans tous les sens, et on aurait pu faire une liste encore plus longue. Ce qui est très important, c'est bien entendu de les gérer, ces risques-là, et la gestion des risques était hyper importante en 2020, mais ce qu'on a constaté également, c'est que quand la macro est très très compliquée à lire, alors a fortiori il faut vraiment se concentrer sur là où on peut avoir des convictions, et c'est-à-dire sur les entreprises elles-mêmes. Ça m'a vraiment frappé en 2020, quand on regarde la performance de nos fonds, elle a été encore plus due au choix de valeur qu'à la gestion des risques. C'est dire à quel point, je pense, quand on rentre dans un environnement qui va être un environnement compliqué, alors trouver les entreprises qui, indépendamment de toutes ces incertitudes macroéconomiques, ces doutes sur l'inflation, la croissance, le soutien des pouvoirs publics, etc., les entreprises qui seront capables de générer de la croissance de résultats avec une vraie visibilité, avec une stratégie produit, client, diversification internationale vraiment convaincante, alors il me semble que dans les portefeuilles, c'est ça qui doit mener nos allocations d'actifs. Merci bien, messieurs, merci pour vos contributions. C'était un véritable plaisir de pouvoir vous retrouver cet après-midi. Nous allons essayer de nous protéger contre tous les virus. Le Covid, vous avez remarqué que nous n'avons jamais prononcé pendant 45 minutes ce mot. Ça fait enfin un peu de bien, mais alors aussi les virus informatiques pour avoir le plaisir de vous retrouver bientôt quand nous serons en ligne pour cette conférence. Bonne fin d'après-midi, merci. Merci.